Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, entourée des membres du bureau politique, ont entamé une tournée de restitution des résolutions prises au 3e congrès ordinaire le samedi 30 janvier dernier. Vous suivrez le compte-rendu de l'étape d'Aïbatin dans ce journal. Quelques heures encore et ce sera la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle de 2021. Ce mercredi, la Sénat a enregistré les candidatures du parti FCBE et d'un duo indépendant de pasteurs. Le point dans cette édition. Face à l'évolution rapide de la crise sanitaire au Portugal, le gouvernement fait appel à l'Union européenne. Nous en parlerons en interactualité. Voilà pour le sommaire de ce journal. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a entamé ce jeudi 4 février une tournée nationale de restitution des résolutions à ses militants du 3e congrès tenu le 30 janvier au siège du parti à Dékoumbé. Ce jeudi, la 16e circonscription dans la commune de Cotonou était la première étape où les militants de l'UDBN ont accueilli la délégation conduite par la présidente Claudine Afiavi-Prudencio. Le point avec Carnot François Roumbédé-Rintor et Fiacre Voitan. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et les responsables à divers niveaux du parti ont décidé d'une tournée de restitution aux militants des résolutions prises lors du 3e congrès ordinaire du parti qui s'est déroulé le 30 janvier 2021. Ainsi, les militants de Cotonou ont reçu une forte délégation de l'UDBN conduite par l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio ce jeudi 4 février dans la 16e circonscription. Dans une liesse totale, les militants ont réservé un accueil chaleureux à la délégation. Ils se sentent désormais rassurés et s'engagent dans la dynamique de la réélection du candidat Patrice Talon, a confié leur coordonnateur. Nous sommes conscients que les attentes sont énormes à Cotonou. Votre présence aujourd'hui nous rassure et nous donne la force plus que jamais à mouiller davantage le maillot et ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Madame la Présidente, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Les militants UDBN, 16e circonscription électorale, sont debout comme un seul homme pour travailler sans condition à vos côtés afin d'assurer une victoire retentissante à son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon au soir du 11 avril 2021. S'en est suivi le mot du représentant des jeunes, des femmes et sans occulter celui des sages et notables. Tous ont remercié la présidente pour une telle initiative et promettent une victoire pour Patrice Talon, candidat de l'UDBN au soir du 11 avril 2021. Des promesses qui sont en phase avec la volonté de la présidente qui opte pour la continuité. Le leader que nous soutenons, s'il prenait la décision de briguer un second mandat, que nous sommes là, nous sommes prêts. Nous sommes prêts et que nos pantalons sont déjà repassés. Que le chaos sera au rendez-vous le 11 avril. Continuez tel que vous faites, parce que les militants de l'UDBN ont toujours été comme ça. Vous continuez pour qu'on puisse avoir le chaos limpide. Je ne souhaiterais pas qu'on aille au second tour. Ce n'est pas la peine. Nous pouvons prendre les sous du second tour pour faire encore de route dans ce pays. Après cette étape de Cotonou, d'autres communes du Bénin vont recevoir la délégation de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau pour le même exercice de restitution des résolutions issues du 3e congrès ordinaire du parti. Soumanou Djemba du parti Foskori pour un Bénin émergent et le pasteur Victorin Denowema, candidat indépendant, étaient dans l'après-midi de ce mercredi à la Sénat pour le dépôt de leur dossier de candidature. Ils étaient accompagnés de leurs colistiers tels que prévu par la loi. Suivons ici un extrait de leur déclaration après le dépôt des dossiers.
La démocratie béninoise est en marche. Et au niveau de la Sénat, nous avons été accueillis et tout s'est passé correctement. Et nous sommes très honorés de l'efficacité de l'équipe dirigeante de la Sénat. Et laissez-moi vous dire, nous avons déjà en main notre récépissé provisoire, qui signifie déjà que nous avons pu répondre aux exigences qui font de nous des candidats potentiels à l'élection du 11 avril 2021. Oui, la force Kori pour un Bénin émergent est un parti courageux. Nous ne sommes pas prétentieux. Nous avons espoir. Pour nous, l'alternance est possible. C'est pourquoi nous disons, les Béninois construisent le Bénin. Et nous remercions tous nos militants. Nous remercions ensuite tout le peuple béninois pour dire à tout un chacun de nous qu'au Bénin, le pouvoir appartient au peuple. Je suis candidat envoyé par Dieu pour la restauration du Bénin. Je suis du peuple béninois comme son pasteur. Sur ce peuple béninois, de tous bords politiques confondus, de tous religieux confondus, de toutes religions confondues, luttons tous ensemble pour la restauration du Bénin. Béninois et Béninois de la diaspora, luttons pour la restauration du Bénin. Dieu, dans son incomparable amour qu'il a pour le Bénin, prendra le contrôle de son pouvoir pour la stabilité et la paix. Peuple béninois, tous ensemble, luttons pour la restauration du Bénin dans la fraternité, la justice et le travail. Parlons à présent du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi 3 février 2021 sous la présidence de Patrice Talon, président de la République. Comme mesure normative, adoption du décret portant fixation des valeurs limites d'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, ainsi que des modalités de contrôle et d'inspection des équipements et installations radioélectriques. Suivons ici le compte rendu du ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures normatives, adoption du décret portant fixation des valeurs limites d'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, ainsi que des modalités de contrôle et d'inspection des équipements et installations radioélectriques. L'adoption de ce décret vise à renforcer le cadre réglementaire découlant du Code du numérique et aidera à s'assurer que le déploiement des équipements numériques se fait dans le respect des normes prescrites. Le Conseil a par ailleurs adopté le décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du service d'aide médicale d'urgence du Bénin. Au titre des communications, approbation du document de politique nationale de gestion des changements climatiques. Ces changements climatiques ont des impacts qui se caractérisent, entre autres, par une dégradation des ressources naturelles, le déplacement des populations, les perturbations des activités économiques, agricoles notamment, avec des coûts économiques et sociaux de plus en plus élevés. Réalisation d'une mission de relevé d'état des lieux et de diagnostic pour des travaux de rénovation des principales infrastructures administratives situées le long de l'avenue Jean-Paul II à Cotonou. En vue d'optimiser les travaux en cours autour du boulevard de la Marina, il est envisagé, entre autres, la rénovation des bâtiments abritant le palais de justice, la cour d'appel, les tours administratives, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère du Plan et du Développement, le ministère de l'Économie et des Finances, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Le relevé de l'état des lieux ainsi que le diagnostic dont ils feront l'objet permettront d'intervenir au plan architectural en vue d'une harmonisation globale avec les nouvelles infrastructures en cours de réalisation dans la zone, sans compter la prise en compte des améliorations attendues au niveau de la consommation en énergie électrique. Contractualisation pour la mise en œuvre de mesures urgentes de soutien à un agropastoralisme apaisé
au titre de la campagne de transhumance nationale 2020-2021. C'est pourquoi, au titre de la campagne en cours, le Conseil a marqué son accord pour des mesures urgentes visant à atténuer la récurrence de ces antagonismes. À cet effet, il a été décidé de procéder dans l'immédiat à l'acquisition et à la mise en place de 350 tonnes d'aliments de bétail à coût réduit grâce à une subvention de 50% accordée par l'État d'une part et à la réalisation de 20 forages pastoraux à but multiple avec abreuvoir d'autre part. Au titre des mesures individuelles, M. Alonado Wilfried Adissin est nommé directeur général de la Société des aéroports du Bénin. Hors du Bénin, à présent, l'État français est jugé coupable pour son inaction climatique. Une première victoire pour les organisations environnementales à l'origine du recours. Suivez. Il y a 2 ans, 4 associations se regroupaient dans un collectif nommé l'Affaire du siècle pour forcer l'État à tenir ses promesses en matière de lutte contre le réchauffement climatique. 2,3 millions de signataires et une plainte plus tard, le tribunal administratif de Paris leur donne raison. À hauteur des engagements qu'il avait pris et qu'il n'a pas respectés dans le cadre du premier budget carbone, l'État doit être regardé comme responsable d'une partie du préjudice écologique constaté. Cette décision valide les arguments des associations sur la responsabilité du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. On ne peut pas renvoyer aux citoyens la responsabilité de lutter contre le dérèglement climatique. Il faut que l'État agisse par des politiques publiques. Sans décision collective, nous n'y arriverons pas. Et ça a été dit très clairement. Donc quelles sont les décisions sur lesquelles on peut conduire l'État sur la question de la politique des transports, de l'isolation thermique? On sait quels sont les chantiers qu'il faut ouvrir et pour lesquels il ne faut pas seulement avoir des objectifs affichés, des objectifs de papier, des grandes phrases, mais il faut qu'il y ait des actes et des moyens qui suivent. L'État devra verser 1 euro de préjudice moral aux organisations, mais les juges se donnent un délai de 2 mois pour déterminer si le gouvernement doit être contraint à proposer de nouvelles mesures pour respecter ses engagements. En réponse, le gouvernement a défendu son bilan. Le gouvernement a conscience du fait que les premiers objectifs fixés sur la période 2015-2018 n'ont en effet pas été atteints. C'est précisément pour cela qu'il a depuis 2017 fortement rehaussé ses efforts en matière de politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La France aurait dû baisser de 1,5% ses émissions de gaz à effet de serre en 2019. Elles ont diminué de seulement 0,9% cette année-là. La prolongation du dernier traité de désarmement américano-russe New START est devenue effective ce mercredi après avoir été validée par le président américain Joe Biden. Joe Biden qui doit maintenant s'attaquer aux multiples défis posés par Moscou. C'est ce qu'on peut appeler un accord en bonne et due forme. Par un simple communiqué, le bras droit du président américain pour la politique étrangère, Anthony Blinken, a confirmé une tendance et les derniers échos venus de la Maison-Blanche. Les États-Unis et la Russie en coordination sur le dossier du nucléaire. Le président Biden s'est engagé à protéger les Américains des menaces nucléaires en rétablissant le leadership américain en matière de contrôle des armements et de non-prolifération. Aujourd'hui, les États-Unis font un premier pas pour tenir cet engagement avec la prolongation du traité New START avec la Fédération de Russie pour 5 ans. Un communiqué aux accents patriotiques. Les deux pays s'accordent donc pour renouveler leur confiance mutuelle sur le sujet jusqu'au 5 février 2026. Signé en 2010 sous l'ère Obama, le traité limite notamment les arsenaux nucléaires stratégiques des deux pays à 1550 ogives, soit une réduction de près de 30% par rapport au précédent plafond fixé en 2002. Moscou se félicite du maintien de cette stabilité stratégique et appelle Washington au sens des responsabilités. La conversation téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden le 26 janvier 2021 a été déterminante pour la poursuite de cette évolution. La Russie est prête à faire sa part. Nous demandons instamment aux États-Unis d'appliquer une approche tout aussi responsable et de répondre à nos initiatives de manière constructive. Mercredi, l'accord russo-américain était applaudi du côté de l'OTAN.
Les alliés de l'OTAN estiment que le traité New Start contribue à la stabilité internationale et les alliés expriment une nouvelle fois leur ferme soutien à la poursuite de sa mise en œuvre et à un dialogue rapide et actif sur les moyens d'améliorer la stabilité stratégique. Le traité New Start est critiqué ces derniers mois par l'administration Trump. Le 45e président américain souhaitait que la Chine, puissance nucléaire émergente, rejoigne la table des négociations. Mais sans égalité à tous les étages, Pékin a décliné l'invitation. En bref, en Birmanie, 3 jours après le coup d'État contre le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, l'accès à Facebook est bloqué pour certains utilisateurs, notamment ceux qui appellent à la désobéissance civile. Des travailleurs du secteur de la santé se sont joints au mouvement lançant une grève nationale. Du côté de la communauté internationale, la situation fait réagir le secrétaire général de l'ONU. On l'écoute. Pour mobiliser tous les acteurs clés après la communauté internationale, pour mettre assez de pression sur la Birmanie afin de s'assurer que le coup d'État échoue. Après des élections qui, je pense, se sont déroulées normalement et après une grande période de transition, il est absolument inacceptable de changer les résultats des élections et la volonté du peuple. J'espère que la démocratie fera à nouveau des progrès en Birmanie, mais pour cela, il faut que tous les prisonniers soient libérés, que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Situation sanitaire au Portugal, le pays est le plus touché au monde en termes de nombre de contaminations par rapport au nombre d'habitants. Face à cette crise, le gouvernement fait appel à l'Union européenne. Suivez. C'est un triste record qui est tombé ce dimanche. 303 personnes sont décédées des suites du Covid-19 au Portugal. Un chiffre sans précédent pour le pays aux 10 millions d'habitants au cœur de la 3e vague. Pourtant prudent depuis le début de la pandémie mondiale, le Portugal a sombré face au variant anglais du virus. Les hôpitaux sont totalement saturés, le personnel médical trop peu nombreux face aux milliers de nouveaux cas chaque jour. Face à cette crise sanitaire, le gouvernement portugais a dû se résoudre à demander le soutien de l'Union européenne. Un appel aussitôt entendu par plusieurs pays. J'étais en contact avec le Premier ministre António Costa. En raison de la situation sanitaire tendue au Portugal, la pandémie de Covid-19 pose d'énormes défis à tous les pays européens. Il est impératif que la solidarité européenne s'applique rapidement et sans bureaucratie pour sauver des vies humaines. L'Autriche acceptera désormais des patients en soins intensifs du Portugal. Autre initiative pour venir en aide au Portugal, celle de l'Allemagne. Ce mercredi, 8 médecins et du personnel soignant qualifié ont été acheminés au Portugal avec 150 appareils de perfusion et 150 lits médicaux. La pandémie qui sévit au Portugal depuis quelques semaines, vous le savez probablement tous, est clairement devenue problématique. La situation y est incomparablement plus difficile qu'elle ne l'est ici chez nous. Elle peut se développer à nouveau et c'est pourquoi nous sommes nécessaires là-bas et nous ferons de notre mieux. Des actes de solidarité à travers l'Europe auxquels ne participe pas directement la Commission européenne pour le moment, mais pour lesquels elle se dit prête à intervenir si nécessaire. Notre centre de coordination des interventions d'urgence suit de près la situation critique liée à la pandémie de Covid-19 au Portugal et se tient prêt à aider si le Portugal demande l'assistance de l'Union européenne. Si la situation reste critique au Portugal, des signes positifs semblent apparaître. Plusieurs spécialistes jugent que le pic de l'épidémie aurait été atteint dans plusieurs régions du pays. Le nombre de nouveaux cas quotidiens est quant à lui au plus bas depuis le 5 janvier dernier, alors que près de 340 000 personnes ont été vaccinées. Des signes d'espoir pour les Portugais qui resteront confinés au moins jusqu'au 14 février. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. On se retrouve demain.